Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Corentin. Alors je rappelle, vous êtes directrice de l'agence de voyage Odeya. On va parler de l'Algérie aujourd'hui, mais vous avez accompagné ce matin même donc des voyageurs qui partaient vers l'Algérie, mais cette fois sur le nord, et après on va parler du sud. Absolument, c'est vrai que l'Algérie est une destination qui reprend. Depuis maintenant un an, on a plusieurs groupes qui sont partis à la fois dans le grand sud algérien dont on va parler, mais également dans la partie nord de l'Algérie. Et ce matin, on a ce groupe emmené par Marc Fromager qui est parti rejoindre Alger pour la visite d'Alger, de Tibérine, de Tipaza, Cherchel. Et puis ils finiront leur séjour à Constantine, en passant par Cuicul, un grand site archéologique qui se situe, si vous voulez, du côté de Constantine, mais entre Alger et Constantine. Un très très joli parcours pour redécouvrir cette Algérie qui est un territoire, un pays compliqué, avec lequel la France entretient des relations compliquées, on le sait. Mais il y a quand même des liens indéfectibles, et je crois que les voyageurs sont contents de retourner ou de découvrir l'Algérie, et c'est ce qu'on ressent là vraiment chaque fois qu'on assure des départs, qu'on accueille les personnes à l'aéroport. C'est ce qui ressort très très nettement de ces voyages en Algérie. Alors le nord, c'est plutôt focalisé sur quelle ville que vont voir vos voyageurs de ce matin? Alger et Constantine, qui sont les deux grands pôles là, de ce voyage. Ils passeront également au monastère de Tibérine, qui a beaucoup fait parler de lui, on le sait, dans les années 90, dans les années noires. Ils seront accueillis par la communauté religieuse qui est encore là. Et donc, il y a beaucoup, si vous voulez, dans ces voyages, de rencontres qui ponctuent justement le voyage et qui rend ces voyages très, très différents. On n'est plus, encore une fois, dans des voyages classiques de visite touristique et de tourisme de masse. On a très peu de tourisme, bien sûr, en Algérie. Et surtout, toutes ces visites et ces rencontres ponctuent le voyage et donnent véritablement une autre dimension. Ça, c'est très, très net, et c'est ce qui fait que ces voyages sont finalement des voyages d'exception, quelque part. Et puis, en dehors des sentiers battus, puis avec une dimension, en tout cas spirituelle, ou en tout cas, et puis avec des gens qui pensent correctement, vous pouvez à peu près dire ce que vous voulez lors de ces voyages, et ça fait toujours du bien. Donc ça, c'est pour l'Algérie. Ils sont partis ce matin. On va parler du sud algérien. Il y avait déjà, il y a un voyage en novembre qui est complet, parce que vos voyages partent vite, mais vous pouvez toujours partir dans le sud de l'Algérie du 24 janvier au 3 février. Alors, quelle est la différence avec le nord algérien? Qu'est-ce que vous allez découvrir? Vous savez, l'Algérie, c'est un pays immense, bien sûr. Et donc, il y a la partie nord dont on a parlé, qui est la partie qui est méditerranéenne, qui ressemble beaucoup finalement à tous ces paysages méditerranéens où il y a de l'eau. En revanche, dans le grand sud algérien, c'est le monde du désert. C'est là où souffle l'esprit, et ce sont des territoires absolument sublimes, mais aussi hostiles. Et donc, c'est un grand circuit que nous offrons depuis l'an dernier. Ça fait je crois la 5e fois là en moins d'un an qu'on y part. Donc on connaît bien maintenant le sujet, c'est sûr. Odeya avait proposé des circuits dans ce grand sud algérien il y a des années en arrière. Puis il y a eu une grande parenthèse et on y retourne. Donc on est très très heureux, et les voyageurs aussi d'ailleurs, de pouvoir y retourner. Et donc c'est un voyage très complet, parce qu'on ne se contente pas simplement d'aller à Tamanrasset, là où finalement Charles de Foucault a terminé sa vie terrestre en 1916, mais de faire tout un itinéraire également, en commençant par le Grand Erg occidental, c'est-à-dire la partie ouest de cet immense désert du Sahara, et de découvrir ces dunes à perte de vue, ces oasis bien sûr superbes. On commence par Gardaïa. On passe par Beni Abbès, là où vraiment Charles de Foucault a mis ses pas, et on va le suivre vraiment à la trace, si on peut dire. Il avait dit cette chose extraordinaire: continuer au Sahara la vie cachée de Jésus à Nazareth. Non pour prêcher, mais pour vivre dans la solitude, la pauvreté, l'humble travail de Jésus. Et donc, c'est vrai que ce voyage n'est pas un pèlerinage en soi. En revanche, il y aura des rencontres là aussi avec les communautés religieuses qui sont encore sur place, que ce soit à Beni Abbès, à Tamanrasset, à l'ermitage de la Sécrème aussi. Et donc, il y aura des rencontres avec ces communautés religieuses, les évêques. Il y a encore des évêques au Sahara.
Sahara, figurez-vous. Et donc, ça donne là encore une toute autre dimension au voyage. Et Charles de Foucault, on le rappelle, vous étiez à sa canonisation d'ailleurs avec Odeya, Saint Charles de Foucault. Il a été canonisé il y a 1 an et il a toujours une influence, en tout cas sur l'Église en Algérie, sur la manière de croire en Algérie. Que vous pouvez rappeler un petit peu comment il est arrivé jusqu'à l'Algérie, enfin jusqu'au sud de l'Algérie, jusqu'à Tamanrasset, parce que c'était pas évident au départ. Non, c'est sûr qu'il y a eu cette conversion fulgurante, bien sûr, à Saint-Augustin avec l'abbé Huvelin. On s'en souvient. Et puis après, ce tâtonnement. D'ailleurs, Saint-Augustin c'était pas à l'Algérie à l'époque, il était dans le Qatar, c'était peut-être Tunis, enfin il était dans le coin. Enfin bref, mais allez-y, continuez. Et donc pardonnez-moi, le fait est qu'il a ensuite pas mal tâtonné. Il a choisi, plusieurs communautés religieuses. Il était parti, on s'en souvient, en Ardèche, et puis il avait tenté aussi quelques mois en Extrême-Orient, là en Syrie. Il s'était retrouvé chez les Clarisses à Nazareth, et puis finalement il reviendra à ses premières amours et en Afrique du Nord. Il avait été subjugué, vous vous en souvenez certainement, par ce voyage géographique de repérage qu'il avait fait pour le compte de l'armée, donc dans le fin fond du Maroc. Ça avait été toute une expédition. C'est passionnant à lire. Vous avez plusieurs biographies, notamment celle de René Bazin, qui raconte tout cela précisément, tous ces relevés. Il s'était caché, il s'était fait passer pour un marchand juif. Il s'était déguisé pour faire toute cette expédition dans le grand sud marocain. Et donc après tous ces épisodes, il va vouloir retrouver finalement le désert, se retirer véritablement, comme le Christ l'avait fait, dans le désert et dans des lieux extrêmement éloignés. Et donc il a beaucoup voyagé dans le désert. C'est-à-dire qu'il a été à Beni Abbès, par exemple, et quand il arrive à Beni Abbès, il y a le capitaine Regnault qui l'attend, qui commande la région, et il est entouré de ses officiers. Tous assistent à la messe qui est célébrée par Charles de Foucault. C'est le 1er novembre, c'est la fête de la Toussaint, et Charles de Foucault, à ce moment-là, va écrire justement à l'abbé Huvelin. Et voilà ce qu'il dit: le voyage a été visiblement béni de Dieu, le lieu de Beni Abbès a visiblement aussi été inspiré par lui. Et on voit véritablement, je crois, cette recherche de Dieu dans cette pureté finalement du désert et du Sahara. Seul de tous ceux que je traverse depuis 15 jours, il convient parfaitement comme site, population, garnison. Tout enfin, j'ai reçu ici des officiers, des soldats, des musulmans, un accueil incomparable. Il est très touché justement par cet accueil, et je crois que c'est ce qui ressort aussi aujourd'hui de ces voyages que nous proposons en Algérie et dans ce grand sud algérien, dans ce monde du désert. Eh bien, c'est cet accueil. On est dans un autre monde, c'est certain. On est loin de l'Algérie du Nord, justement, et de toutes ces problématiques méditerranéennes ou franco-algériennes. Et on est dans un monde hostile, c'est vrai, très beau, c'est indéniable, mais avec des relations humaines extraordinaires, avec des hommes qui savent vivre et finalement affronter les éléments et qui ont un grand sens de l'accueil. Alors, quel va être le parcours un petit peu, on l'a dit, de ce sud algérien, donc marqué par la personnalité, puis par ce saint, donc Saint Charles de Foucault. Alors, on part de Paris, on atterrira à Gardaïa. On commence par le Grand Ergue occidental. Gardaïa, qui est une ville ibadite du XIe siècle, c'est extrêmement ancien, c'est très beau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des photos de Gardaïa, c'est absolument sublime. Et puis ensuite, on fait tout un parcours en direction de El Goléa. El Goléa qui encore aujourd'hui accueille la tombe de Charles de Foucault. Elle est là, et donc on va rencontrer les petites sœurs qui sont installées, les petites sœurs de Charles de Foucault qui sont installées là et qui s'occupent de la tombe. Et ensuite, on prendra la direction de Timimoun, qui est une oasis là encore superbe. On restera quelques temps à Timimoun, et puis ensuite, on partira en direction de Beni Abbès, dont on parlait tout à l'heure, aux portes du Grand Ergue occidental. Et de là, nous reprendrons un avion à Béchar. Alors, tout ça, ce sont des noms certainement qui font appel ou qui résonnent auprès des pieds noirs qui peut-être nous écoutent. Et puis de là, on reprendra un avion pour retourner à Alger, reprendre un avion pour rejoindre Tamanrasset. On n'a pas le choix, mais ça se passe très bien. Et de Tamanrasset, bien sûr, on rejoindra la Sécrème. Donc on est dans ce massif du Hogar extraordinaire, et on rejoindra l'ermitage du père de Foucault au sommet de la Sécrème. Alors
alors il a très peu vécu finalement là-haut. Il y est allé quelques jours finalement par rapport au reste de sa vie, c'est assez epsilon, mais il a été saisi véritablement par la beauté du lieu et c'est vrai que il y a des milliers on a l'impression d'être seul finalement avec des milliers de kilomètres à la ronde sans rien. C'est l'immensité du Hogar, ça. Et c'est ce qui avait saisi Charles de Foucault. Et il y a là-haut une vue merveilleuse, et c'est vrai, fantastique même. On domine sur un enchevêtrement d'aiguilles sauvages et étranges. Au nord et au sud, rien n'arrête la vue. C'est un beau lieu pour adorer le Créateur. Et je crois que lorsque l'on va là-bas, encore aujourd'hui, en 2023, en 2024, eh bien, on est saisi, on est rempli véritablement par ce désert, comme silence assourdissant. Comme Charles de Foucault l'a été. Oui, et justement, on parle du silence, c'est ce que dit le cardinal Sarah dans La force du silence. C'est-à-dire que on est dans une société qui ne sait pas faire silence, qui ne sait pas justement ne pas écouter de la musique tout le temps, ne pas être excité par des écrans constamment. Et ça fait du bien aussi d'avoir un voyage où c'est une mini-retraite aussi, une sorte, on se retraite du monde et on va dans le désert. Mais vous avez raison, on est dans un monde où il y a du bruit absolument partout, partout et sans cesse, et c'est finalement très fatigant. Peut-être qu'on est surpris quand on n'entend plus rien, c'est sûr, mais c'est aussi reposant, et je crois qu'on est nombreux à aspirer à ce silence. Alors il y a le silence qui nous entoure bien sûr, et puis il y a le silence intérieur qui est sans doute le plus difficile à faire. Mais en tout cas, voilà, on passera à la Sécrème. C'est un peu particulier, on peut en parler, mais c'est vrai que je suis étonnée. Les voyageurs sont motivés, comme on dit aujourd'hui, parce qu'à la Sécrème, on dort dans un refuge, il y a un dortoir d'hommes, un dortoir de femmes, c'est quand même assez sommaire, même si on n'a pas froid, mais bon, il n'y a pas de douche, etc. Ça dure une nuit, néanmoins. Eh bien, les personnes sont tout à fait enthousiastes à l'idée de venir à la Sécrème, de se retirer là dans cet ermitage, de vivre à la dure finalement quelques heures, et c'est très très étonnant. C'est très étonnant, même à un certain âge. Vous voyez, il y a des gens à 70 ans, à 80 ans. On a eu des personnes qui sont venues justement retrouver le Grand Sud algérien, et alors, ils ont cette jeunesse d'esprit aussi, qui fait que la jeunesse est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, et c'est très surprenant, et c'est très beau. C'est très beau. Il y a des petites spécialités culinaires en Algérie. Oui, on mange très très bien. Il y a la chorba, qui est la soupe traditionnelle avec des grains d'orge, me semble-t-il. Il y a des briques aussi qu'on mange habituellement, mais de manière générale dans le Maghreb. Vous savez, les briques, c'est une feuille très fine de pâte, à l'intérieur de laquelle on met un œuf généralement, mais on peut mettre aussi du persil, du thon, etc. C'est absolument délicieux. Et dans le désert, eh bien, figurez-vous qu'on peut très bien manger. Écoutez, merci. Enfin, en tout cas, les voyageurs qui pourront vous rejoindre ont de la chance. Je rappelle, c'est le sud algérien du 24 janvier au 3 février. Et on rappelle qu'il faut vraiment s'inscrire vite, parce que le voyage de novembre est déjà complet. Donc, on invite évidemment nos auditeurs à s'inscrire. Oui, et c'est vrai qu'en plus, il y a ces problématiques entre guillemets de visa, mais sachez, je me permets d'insister, Corentin, que depuis un an, tout juste, eh bien, l'obtention des visas est facilitée pour les voyageurs qui désirent se rendre en Algérie. Ça paraît incroyable vu la situation diplomatique, mais il suffit de nous envoyer la copie d'un passeport et on s'occupe de tout. Et vous n'avez pas, chers futurs voyageurs, à vous rendre au consulat algérien une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, comme c'était le cas avant. C'est très très simplifié. Donc c'est le moment d'y aller. C'est une raison de plus pour y aller. Merci Sophie Mageran. On vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique voyage.